Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un nouveau chapitre consacré à la construction du corps des nombres réels, rien que ça. Alors, au tout départ, avec la théorie des ensembles, on a construit l'ensemble n des entiers naturels, puis pour avoir les nombres négatifs, le groupe des entiers relatifs, z, en faisant une relation d'équivalence sur n. Puis ensuite, en faisant une relation d'équivalence sur z, parce que ce n'était pas un corps, on a construit le corps des fractions, le corps des nombres rationnels, qui présente lui aussi des défauts, et c'est pour ça qu'on va construire grand R, qui lui aussi aura des défauts, et c'est pour ça qu'on va construire C. Et à chaque fois, on le fait à grands coups de relation d'équivalence. Donc, insuffisance de Q, tout simplement parce que cette équation n'a pas de solution dans Q, sinon on aurait x égale P sur Q irréductible, donc x n'est pas égal à 0, de toute façon, ni à 1. Et je vous laisse regarder, mais en gros, on a 2 qui divisent P et qui divisent Q, ce qui est impossible, puisqu'on a choisi irréductible. Construction, on va construire une suite, ça va nous donner des idées pour construire R, une suite telle que xn au carré tend vers 2. Alors, sauf qu'on ne pourra pas dire que cette suite xn converge dans Q, parce qu'en réalité, elle va converger dans R. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle réalise ça, quel que soit epsilon appartenant à Q, puisque R n'est pas encore construit, positif, il existe n, tel qu'à partir d'un certain rang, on est ça. L'idée, c'est de construire les décimales, permettant de se rapprocher le plus possible de 2 quand on met au carré. Donc on essaye d'abord, alors on appelle 1, alors ça va être 1 parce que la première décimale c'est alpha 0 égale 1, on va voir pour tout de suite. Et donc ce qu'on veut avoir c'est ça. Voilà. Inégalité stricte puisque x2 égale 2 n'a pas de solution. Donc où les alpha i sont des chiffres, donc en fait je vous laisse vérifier, mais c'est exactement ça. Quand n égale 0, on prend évidemment 1, parce que 2 au carré, c'est plus grand, ça fait 4. Donc, on prend 1, donc alpha 0 est égal à 1. Pour n égale 1, on sait que c'est 1,414 dans la racine carrée, c'est le premier chiffre, c'est ça. Mais comment on peut le retrouver? En prenant 1,4 au carré, qui est plus petit que 2, alors que 1,5 est plus grand. Donc ça nous fait ça. Et supposons qu'à un moment donné, on ait construit les n premières décimales, eh bien, la suite xn plus 0 sur 10 puissance n plus 1, xn plus 1 sur 10 puissance n plus 1, jusqu'à xn plus 10 sur 10 puissance n plus 1, qui fait en fait xn plus 1 sur 10 puissance n, eh bien, on considère cette suite et on considère le plus grand des j, sont des chiffres tels que xn plus j sur 10 puissance n plus 1 au carré soit inférieur à 2. Il existe parce que quand on met ça au carré, c'est inférieur à 2, et quand on met ça au carré, c'est supérieur à 2. On a alors, avec cet alpha n plus 1, eh bien, on va avoir ça. Je vous laisse vérifier, c'est tout à fait évident. Et donc, la récurrence est terminée, on a construit la suite alpha n, et en même temps, la suite xn égale somme des alpha k sur 10 puissance k. La suite xn est croissante, xn au carré aussi, xn au carré est inférieur à 2, est inférieur à ça. Et si je développe, j'obtiens facilement ça. Alors j'obtiens ça, qui va être inférieur à 2 fois 9, 18. Ça, je le rends inférieur à 1 sur 10 puissance n, je prends n supérieur ou égal à 1. Et donc ça va être inférieur à 19 sur 10 puissance n, qui tend vers 0, car si epsilon appartient à Q et que 0 est inférieur à 1, eh bien, il existe n tel que... Moi, je ne suis pas obligé de le faire, ça. On sait que ça tend vers 0 en réalité. Mais il suffit de choisir grand N pour avoir 10 puissance n supérieur à 19Q, ce qui est possible puisque 10 puissance grand N tend vers plus l'infini. La suite xn ne converge donc pas dans Q. Alors, elle ne converge pas dans Q parce que si elle convergeait dans Q, en fait... xn tend vers x dans Q, comme xn au carré tend vers x2, grâce à ça, justement, puisque ce truc-là, ça tend vers 0, et bien, ça voudrait dire que x2 serait égal à 2. On a vu que c'était faux pour x appartenant à Q. Montrons que c'est une suite de Cauchy, c'est-à-dire que quel que soit epsilon appartenant à Q, donc ici égale P sur Q, et j'ai le droit de choisir inférieur à 1, positif, donc,
Il existe n tel que np supérieur ou égal à n implique xn moins xp en valeur absolue inférieure à epsilon. Alors si je prends n inférieur à p, je calcule ça, donc je vais de n plus 1 à n, je mets 10 puissance n plus 1 en facteur, et je trouve ça. Je fais passer le 9 de l'autre côté, et puis en haut, bon, c'est des suites géométriques, hein. Il y a un petit calcul, et puis je dis que ça c'est inférieur à 1, donc ça va être inférieur à 1 sur 10 puissance n, que je peux rendre inférieur à epsilon, si je choisis grand N, tel que 10 puissance grand N est supérieur à 1 sur epsilon, c'est-à-dire à Q sur P, et donc pour ça il suffit de choisir 10 puissance N supérieur à Q, et donc j'ai bien affaire à une suite de Cauchy. Remarque, toute suite de Cauchy de Q est bornée, comme dans R. Hein. Il existe N tel que on est ça, on fixe P égale N, et donc N supérieur ou égal à N implique ça. Si N est supérieur ou égal à N, la valeur absolue de Xn, que je peux écrire comme ça, inégalité triangulaire, est inférieure à 1 plus, ça c'est inférieur à 1, plus valeur absolue de X grand N, et pour N inférieur ou égal à N, Xn était... Xn, oui, parce que les Xn sont positifs, donc je ne suis pas obligé même de mettre des valeurs absolues, est inférieur ou égal au sup. Donc en fait, Xn appartient à cet ensemble-là qui va de 0, alors ça j'ai appelé alpha le sup, hein, de 0 jusqu'au sup de alpha, et puis de 1 plus Xn, puisque à partir du rang n, ils sont tous inférieurs à ça. Voilà. Et donc j'ai bien montré que la suite de Cauchy est automatiquement bornée. Toute suite de Q convergente dans Q et de Cauchy. Démonstration évidente, on prend epsilon positif dans Q. Il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que xn moins x est inférieur à epsilon sur 2. Alors x c'est la limite de xn, epsilon sur 2, lui il appartient bien à Q. Hein. Donc pour pq supérieur ou égal à n, on a ça et ça. Et donc, on va avoir inégalité triangulaire, ça. Et ça nous donne que la suite est bien de Cauchy. Remarque qu'il existe une infinité de suites yn de Q, telle que yn au carré tend vers 2. Par exemple, en reprenant la suite xn définie précédemment, et en posant yn égale xn plus a sur n ou a et n'importe quel nombre rationnel, donc il va y en avoir une infinité, hein, de suite yn. Alors a sur n, bah, ça appartient à Q, puisque a appartient à Q. Yn au carré va être égal à ça, d'accord. Et si j'appelle un la somme des deux derniers termes, je vais avoir un inférieur ou égal à 2a fois, bah, le xn il valait 9, hein, il était plus petit que 9, hein, d'accord. Plus, alors là j'ai pris des suites positives. Plus a au carré. Hein. Et donc ça c'est une constante, lambda sur n, hein, parce que ça j'ai rendu, ça c'est supérieur à n. J'ai pris n supérieur ou égal à 1. Et donc ça tend vers 0 ce truc là. Et donc j'ai yn au carré qui est égal à xn au carré qui tend vers 2, plus un truc qui tend vers 0, donc ça tend vers 2. Et comme il y a une affinité de a, je le redis, il y a une affinité de suite. Remarque, soit xn et yn de suite de Q, convergeant toutes les deux vers 2, alors la limite de la différence est égale à 0. Démonstration, il existe un n tel que ça implique ça et ça. Bon, ça c'est évident. Donc on a bien xn, yn entre 1 et 3. Et si je prends la valeur absolue de yn moins xn qui est positif, il est égal à ça. Donc ça je peux le faire parce que je suis dans Q et qu'on a affaire à des rationnels. Donc c'est inférieur, xn plus yn va être supérieur à 2, donc ça fait ça. Mais yn au carré moins xn au carré tend vers 2 moins 2 égale 0. Donc yn moins xn tend vers 0. D'accord. Voilà. Xn, yn de suite de Q, tel que xn est de Cauchy et que xn moins yn tend vers 0. Hein, là, on tourne toujours autour de la même chose. Hein. Alors yn est de Cauchy. Démonstration, quel que soit epsilon positif dans Q, il existe n1 tel que si np sont supérieurs ou égaux à n1, xn moins xp en valeur absolue est inférieur à epsilon 3, il existe n2 qui nous donne la même chose, mais là j'exprime que ça tend vers 0,
D'accord? Epsilon sur 3, ça c'est bien en Q aussi, au passage. Hein. J'appelle n le sub de n à n2, et si np sont supérieurs ou égaux à n, eh bien je vais avoir, je peux écrire de toute façon toujours cette inégalité triangulaire, dans laquelle xn moins xp, ben lui il est inférieur à epsilon sur 3, xp moins yp, eh bien xp moins yp, comme p est supérieur à n2, va être inférieur à epsilon 3, et idem pour yn moins xn, parce que n va être supérieur ou égal à n2, donc c'est inférieur à epsilon. Donc j'ai bien, pour np supérieur ou égal à n, j'ai obtenu ça, donc c'est bien de Cauchy. Remarque, np supérieur ou égal à n, je reste avec ça. Ça me donne que xn moins xp en valeur yp en valeur absolue, ben, inégalité triangulaire, les deux sont inférieurs à epsilon sur 3, et donc c'est inférieur à epsilon, ce qui veut dire en gros que à partir d'un certain rang, les termes sont aussi proches les uns des autres, hein, les termes de xn et puis de yp, donc les suites sont infiniment voisines. Donc l'idée c'est de plonger en fait Q dans un ensemble plus grand et de dire que d'abord les éléments de Q sont des suites de Cauchy, c'est toujours possible hein, en prenant des constantes, hein, donc convergentes donc de Cauchy. Et puis dans ce grand ensemble des suites de Cauchy, de Q, on va identifier les suites de Cauchy telles que leur différence tend vers 0, par rapport à ce qu'on a dit avant. Alors on note C, l'ensemble des suites de Cauchy de Q, on va démontrer un certain nombre de choses, notamment que c'est un espace vectoriel. C est un sous-espace vectoriel du Q espace vectoriel des suites de rationnels. Démonstration, la suite nulle, eh ben, elle est convergente donc de Cauchy, donc elle appartient à C, on la note 0. Et je prends ensuite deux suites, je prends lambda appartenant à Q, je vais vite parce que c'est très simple. Si lambda égale 0, lambda x plus y égale y appartient à C. Supposons maintenant lambda différent de 0, x appartient à C, donc de Cauchy. D'accord? Donc on peut se débrouiller pour avoir ça, et y appartient à C, donc de Cauchy, on peut se débrouiller pour avoir ça. Pour PQ supérieur ou égal à n égale sub de n à n2, eh bien je vous laisse vérifier les calculs, on arrive à majorer par A multiplié par, alors ça c'est valeur absolue de lambda multiplié par ce truc là, epsilon sur 2 valeur absolue de lambda, plus epsilon sur 2, et donc ça nous fait ça, qui prouve qu'elle est de Cauchy, et donc que lambda x plus y appartient à C, et c'est terminé. C'est un sous-anneau de l'anneau commutatif unitaire, Q puissance n. Bon, on a déjà vu que 0 appartient à C, de même la suite constante égale à 1 est convergente, donc appartient à C, on la note 1. Et si je prends deux suites x, y, ben, elles sont majorées, donc je peux avoir valeur absolue de xn inférieure ou égale à 1, et pareil pour yn. Elles sont de Cauchy, donc il existe n tel que pour PQ supérieur ou égal. En fait, il existe n pour chacune des deux, donc on prend le sud des deux. Hein. Et donc on a ça et ça. Et donc quand j'écris xn, yn, alors je dois m'intéresser à zp moins zq pour montrer que c'est de Cauchy, c'est-à-dire à ça. Je vous laisse vérifier les calculs. Et j'obtiens cette majoration avec ça qui est inférieur ou égal à A, ça à epsilon sur 2A, epsilon sur 2A. Et donc j'ai bien une suite qui est de Cauchy. D'où le résultat. Par ailleurs, oui, d'où le résultat parce qu'on a déjà vu que C était aussi un sous-espace vectoriel de Q puissance n. Le sous-espace des suites de Q puissance n qui convergent vers 0, alors c'est un sous-espace du Q espace vectoriel C, bah, il contient H bien sûr, puisque 0, il contient 0, puisque 0 est une suite qui converge vers 0, donc H n'est pas vide, H est inclus dans C parce que toute suite qui converge vers 0 est de Cauchy. Et puis enfin, si je prends x, y appartenant à h, lambda appartenant à q, xn et yn tendent vers 0, donc lambda xn plus yn tend vers 0 plus 0, la tête à Toto, ce qui nous fait que lambda x plus y appartient à h, d'où le résultat. H plus multiplié est un sous-anneau non unitaire de l'anneau C plus multiplié, qui lui est un anneau commutatif unitaire. Et c'est un idéal H, c'est un idéal bilatère de C. Alors il n'est pas unitaire parce qu'évidemment, la suite unité de C, donc la suite dont tous les termes sont égaux à 1, ben, elle appartient pas à H, puisque ça ne tend pas vers 0.
On sait que H est un sous-espace vectoriel de C. Eh bien, xn, yn tend vers 0, donc xy appartient à H, donc H est bien un sous-anneau de C. Un idéal, il faut montrer que quel que soit x appartenant à C, xh est inclus dans H, soit H appartenant à H, x est borné, donc on a une majoration comme ça. H appartient à H, donc tend vers 0. Donc quand j'écris valeur absolue de xn hn qui est supérieur ou égal à 0, il est égal à ça, ça je le rends inférieur ou égal à A, et comme hn tend vers 0, ça tend vers 0. Donc xn hn tend vers 0, donc xh appartient à H. Donc H est bien un idéal de C, il est bilatère parce que C est commutatif. Remarque, les anneaux C et H ne sont pas intègres. Si je prends cette suite, elle appartient bien à H, parce qu'elle converge vers 0. Et la suite Y, on a juste changé les deux premiers, elle appartient à H pour la même raison. Et pourtant, j'ai xn, yn qui est égal à 0. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Puis ensuite, 0 fois 0, la tête à toto. Donc j'ai bien xy égale 0, mais x différent de 0. Et puis y différent de 0. Donc h n'est pas intègre. Comme il est inclus dans C, ça veut dire que C n'est pas intègre. Ensemble grand R des nombres réels. On a la relation d'équivalence sur l'espace des suites de Cauchy. X équivalent à Y si et seulement si x moins y appartient à H. Je rappelle que H, c'était le sous-espace vectoriel des suites qui tendent vers 0. On pose R égale C sur équivalence, c'est l'espace quotient. R, c'est l'espace quotient de C par cette relation d'équivalence. C'est souvent noté C sur H. Et là, on applique les résultats de l'algèbre, on ne va pas tout redémontrer. Donc, quel que soit x et y appartenant à C, dire que classe de x est égale à classe de y, ça équivaut à dire ça, puisque ça équivaut à dire que x moins y appartient à H, donc xn moins yn tend vers 0. Pour xy appartenant à C, lambda appartenant à Q, on a des opérations, des opérations plus et multipliées, d'accord? Alors dans un premier temps, je les mets avec des points, mais après on abandonnera. Donc elles sont données comme ça, d'accord? Et elles font que R est un Q espace vectoriel et un anneau commutatif unitaire. Alors, l'unité, c'est cette suite, c'est la classe de la suite, donc tous les termes sont égaux à 1. Et puis, évidemment, l'élément nul, c'est H. Donc, voilà, on a pi la surjection canonique qui a x appartenant à C, associe la classe de x. Et on peut réaliser une immersion de Q dans R. Enfin, on va faire que Q est en fait une partie de R. Donc on a phi qui a x appartenant à Q associe la suite constante appartenant à C, elle est de Cauchy puisqu'elle est constante, elle est linéaire, c'est évident, et injectif parce que phi de x égale 0, si et seulement si x est égal à 0 évidemment. Donc, puisque tous les termes c'est des x. Donc phi réalise un isomorphisme de l'espace vectoriel Q vers l'espace vectoriel F égale phi de Q qui est un sous-espace vectoriel de C. Soit I égale pi rond phi qui a x appartenant à Q associe la classe de phi de x. Donc la classe de la suite dont tous les termes sont constants et égaux à x. Elle est linéaire parce que phi et pi sont linéaires. Elle est injective parce que i de x égale 0 équivaut à classe égale 0 équivaut à phi de x appartient à h équivaut à la suite constante tend vers 0, ce qui veut dire que x est égal à 0. Donc I réalise un isomorphisme du Q espace Q vers le Q espace I de Q égale pi de F, qui est donc un sous-espace de R. Eh bien, on va identifier Q et ce sous-espace. Si X appartient à C, on écrira que X point, la classe de X appartient à Q à la place de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire I de Q, on écrira Q. Voilà. Donc, dire ça, ça équivaut à dire qu'il existe Q appartenant à Q, tel que classe de X égale I de Q. Ce qui équivaut à dire qu'il existe Q appartenant à Q, tel que la limite de xn moins Q est égale à 0, puisque là on a une suite constante dans tous les termes de Q. Ce qui équivaut à dire que limite de xn appartient à Q. D'accord? Donc x appartenant à C, x point appartient à Q équivaut à xn converge dans Q. Voilà. Nombre réel unité. C'est classe de 1 égale ça, puisque 1 appartient à Q. Je voulais dire 1 appartient à Q.
Voilà. Et puis, évidemment, on a ça. Hein. Alors, le réel nul, on l'avait déjà fait. Hein. Parce qu'en fait, si x appartient à h, ça veut dire que xn tend vers 0. Mais il se trouve que c'est la classe, donc x, donc 0, c'est donc la classe de, c'est i de 0. Voilà, c'est i de 0. Grâce à ça, on voit que c'est i de 0 aussi. Ça, c'est important, ça. Donc, ça, c'est fait. L'opposé de x, c'est ça. Donc, ça, c'est du classique. Hein, je vous laisse lire ça. Ça sera noté comme ça. On enlève les points sur les opérations. D'accord? Noté comme ça. Voilà. Et puis ça va être noté 0. Et un point, ça sera noté 1. Propriété, si x appartient à C, que classe de x est différent de classe de 0, dire que classe de x est différent de classe de 0, ça équivaut à dire qu'il existe A, un rationnel strictement positif, n appartenant à n, tel que ça, on met ça, quel que soit n supérieur ou égal à n. Alors, dans ce sens-là, c'est évident, puisque valeur absolue de xn est supérieure ou égale à A, quel que soit n supérieur ou égal à n, donc valeur absolue de xn ne peut pas être rendue inférieure à quelque chose qui est plus petit que A. Donc ça ne tend pas vers 0, et donc x n'appartient pas à h, et x est différent de 0. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Si xn ne tend pas vers 0, donc on sait qu'il existe A' un rationnel positif, tel que quel que soit n, il existe n supérieur ou égal à n, et valeur absolue de xn supérieure à A'. Xn est de Cauchy, donc il existe n0 appartenant à n vérifiant ça. On choisit ici le n qui est égal à ce n0, et on sait qu'il existe petit n supérieur ou égal à n, donc aussi à n0, tel que on est ça. Donc maintenant, je prends le q qui est égal à petit n, donc il est supérieur ou égal à n0, il ne me reste plus qu'à prendre p supérieur ou égal à n0, et donc je vais avoir xp moins xn en valeur absolue inférieure à A' sur 2. Alors, le valeur absolue de xn, j'applique l'inégalité triangulaire. Ça, c'est plus grand que A', d'accord? Et ça, c'est plus petit que A' sur 2. D'où je tire facilement que valeur absolue de xp est supérieure à A' moins A' sur 2 égale A' sur 2. Et en posant A égale A' sur 2, P supérieur ou égal à n implique xp en valeur absolue supérieure à A, du résultat. Inverse d'un nombre réel non nul. Alors, l'ensemble des nombres réels non nuls, on sera noté R étoile. D'accord? Donc si alpha est non nul, il existe bêta appartenant à R, tel que alpha multiplié par bêta égale bêta multiplié par alpha est égal à la classe de 1. Alors il y a unicité de bêta, parce que R est un anneau commutatif, d'accord? Et ça va faire que R plus multiplié est un corps commutatif. Donc je prends alpha, un réel non nul, donc d'après ce que j'ai démontré, on a ça. Et je considère la suite yn définie par yk égale 0 pour k inférieur à n, yk égale 1 sur xk pour k supérieur ou égal à n, puisque xn n'est pas nul. D'accord? Donc j'ai yk qui est égal à 1, quel que soit k supérieur ou égal à n. Et donc j'ai envie tout de suite de dire que x multiplié par y est égal à 1. Sauf qu'il faut d'abord que je démontre que c'est une suite de Cauchy. Xn est de Cauchy, donc on a ça. D'accord? Là, au lieu d'epsilon, alors j'ai pris epsilon, hein, mais là je fais epsilon à 2. PQ supérieur ou égal à n, et puis n1 implique que, alors ça, ça c'est égal à ça, d'accord? Il faut que ça soit supérieur à n pour que je puisse faire ça, hein, d'accord? Et donc ça c'est supérieur à A, ça c'est supérieur à A, et ça c'est inférieur à epsilon à 2. Donc le tout est inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il y a un rang à partir duquel on a ça inférieur à epsilon. Donc, la suite y est de Cauchy. Donc, la classe de y appartient à R. Et comme on a ça qui est égal à 1, quel que soit k supérieur ou égal à n, la limite de xk, yk, quand k tend vers plus infini est égal à 1. Donc, x multiplié, je n'ai pas mis le multiplié, hein, par y est égal à 1. Donc, alpha égale x point est inversible, et son inverse, c'est la classe de y. Ouf! Voilà, donc conséquence, R est un corps commutatif. Alors on va montrer maintenant que si x est non nul, il existe A, un rationnel positif, il existe n appartenant à n, tel que
tous les xn sont supérieurs à A, ou pour n supérieur ou égal à n, ou tous les xn sont inférieurs à moins A pour n supérieur ou égal à n. Démonstration, on sait qu'il existe A tel que ça. D'accord? Mais ça veut juste dire qu'on a ça ou ça. D'accord? Xn est Cauchy, donc il y a n2 tel que on est ça. Si n et p sont supérieurs ou égal à grand N égale le sup de n1 et de n2, on va avoir ça, d'accord? Oui, alors que j'ai appelé 1, c'est plutôt qu'on va avoir, oui, c'est ça que j'appelle 1 en fait. Voilà. Et puis, on va avoir ça, d'accord? Alors, on fixe n supérieur ou égal à grand N. On en choisit un, d'accord? Donc, soit il est comme ça, d'accord? Comme ça, soit il est comme ça. Alors, s'il est comme ça, alors, d'après 2, je vais avoir ça se traduit par xn moins xp est entre moins a sur 2 et a sur 2. Donc là, je vois que le xp, il est plus grand que xn moins a sur 2. D'accord? Donc le xp est plus grand que xn moins a sur 2 et le xn est supérieur à a. Donc ça va être supérieur à a sur 2, quel que soit p supérieur ou égal à n. Et si xn est inférieur à moins a, je choisis l'autre, hein, et à ce moment-là, je vais avoir xp qui est inférieur à xn plus a sur 2. D'accord? Mais le xn est inférieur à moins a. Donc ça va être inférieur à moins a sur 2. Donc finalement, pour tout p supérieur ou égal à n, j'ai xp supérieur à a sur 2. Ou pour tout p supérieur ou égal à n, j'ai xp inférieur à moins a sur 2. Donc on obtient le résultat en remplaçant a sur 2 par grand A. Suite de ce qu'on a écrit avant, pour alpha égale classe de x différente non nulle, on a vu qu'il existe n1 et a tel que xn supérieur à a1, quel que soit n supérieur ou égal à n1, ou xn inférieur à moins a1, quel que soit n supérieur à n1. Donc on a vu ça, supérieur ou... Alors qu'on mette supérieur ou égal, c'est pas grave. Supposons maintenant qu'on prenne un autre représentant, donc avec une suite y, donc toujours différente de 0, ben on va voir la même chose, mais avec A2 et puis N2. Pour n supérieur ou égal au sup de N1 et 2, et A égale 1 de A1 à 2, on va voir xn supérieur à A, quel que soit n supérieur ou égal à n, ou xn inférieur à A moins A, quel que soit n supérieur ou égal à n, et en même temps yn supérieur à A, quel que soit n supérieur ou égal à n, ou yn inférieur à moins a, quel que soit n supérieur ou égal à n. Alors, si on a ça, quel que soit n supérieur ou égal à n, ben c'est impossible parce qu'à ce moment-là, xn moins yn va être supérieur à 2a. Et donc, et ça, quel que soit n supérieur ou égal à n. Et donc, xn moins yn ne pourra pas tendre vers 0. Alors que x point est égal à y point. Donc, si ça tend pas vers 0, ben, on aura le contraire. De même, si on a ça. On a donc forcément xn et yn qui sont inférieurs à moins a, quel que soit n supérieur ou égal à n, ou bien xn et yn supérieur ou égal à a, quel que soit n supérieur ou égal à n. Donc en fait, le résultat qu'on a démontré précédemment ne dépend pas du représentant de alpha qui est non nul. Et ça va nous permettre de définir ce que c'est que, enfin, pas tout à fait tout de suite, mais presque, que le signe d'un nombre réel non nul. Si alpha est différent de 0, on va noter alpha supérieur à 0 s'il existe A appartenant à Q plus étoile et N appartenant à N, tel que l'on met ça, quel que soit N supérieur ou égal à N. D'accord? Et à ce moment-là, si on prend un autre représentant, ben, on aura aussi la même chose avec A' et N'. D'accord? Et puis on notera inférieur à 0 s'il existe, toujours la même chose, et à ce moment-là, si on change de représentant, ça ne changera pas. Tout ça pour vous dire que cette notation-là est bien indépendante du choix du représentant de alpha. Cas des nombres rationnels non nuls. Si alpha est un rationnel, c'est-à-dire la classe appartient à I de Q, c'est-à-dire x est égal à la classe de x, mais x appartient à Q. C'est-à-dire la classe de x est égale I de x en fait. Eh bien,
Dire ça, ça implique qu'il existera toujours et n tel que on est ça. Mais à ce moment-là, ça veut dire que x va être, puisque la suite est constante, tous les termes sont égaux à x, ça veut dire que x va être supérieur à a. D'accord? Et donc ça veut dire que x est un nombre rationnel positif. Là, il faut bien comprendre que j'ai pris x appartenant à q. Ici, si c'est négatif, ben on aura la même chose, sauf que c'est pas la même chose, on aura ça. Donc on aura x inférieur à moins a, et donc, quel que soit x supérieur ou égal à n, donc ça veut dire que, peu importe, x va être négatif. Réciproquement, si on a un nombre rationnel strictement positif, on aura ça, quel que soit n supérieur ou égal à n, ce qui veut dire que ça est positif. Et si x est négatif, on aura ça, d'accord, inférieur à x sur 2, il y a une erreur, quel que soit n appartenant à n, en fait, là c'est quel que soit n appartenant à n dans les deux cas, donc en fait on aura classe de x inférieure à 0. On aura ça et ça parce que ça respecte ce qu'on a vu avant. En conclusion, si alpha est la classe d'un nombre rationnel x, alors alpha est négatif ou classe de x est négatif si et seulement si x est négatif. Et classe de x est positif si et seulement si x est positif. Alors ça c'est dans Q. Ça c'est dans Q. Ça c'est dans R. Je ne mets pas le point au-dessus du inférieur et supérieur. Notation, R étoile c'est R privé de la classe 0, R plus c'est 0, parfois je mets le point et parfois je ne mets pas le point. Union l'ensemble des alphas appartenant à R tel que alpha positif, et R- est égal à l'ensemble des zéros tel que union l'ensemble des alphas vérifiant ça. Les réels alpha tels que alpha égale 0 ou alpha supérieur à 0 sont dits positifs, c'est pour ça que là j'aurais mieux fait de dire alpha supérieur à 0, ou de signe plus, et puis les autres sont dits négatifs avec le signe moins. R plus inter R- est égal à 0, alors 0 est positif et négatif. R plus étoile est égal, ou R étoile plus est égal à l'ensemble des alphas, alpha positif, et R moins étoile. Voilà, puis on a les inclusions évidentes. Alors maintenant, on va définir une relation d'ordre strict par x inférieur à y, si et seulement si la classe de x moins y est inférieure à 0. Ça, c'est l'inférieur qu'on a vu avant. Ce qui équivaut à dire qu'il existe A, un rationnel strictement positif et n appartenant à n, tel que xn moins yn inférieur à moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à n. Donc maintenant, si on prend, on va montrer que c'est indépendant du représentant choisi en prenant x', donc classe de x égale classe de x', classe de y égale classe de y'. À ce moment-là, on a classe de x' moins classe de y' égale classe de x moins classe de y. Et donc ça veut dire que classe de x' moins y' est égale à classe de x moins y, et on sait, d'après ce qu'on a vu avant, que puisque classe de x moins y était inférieure à 0, eh bien on avait ça, et donc on sait que ça implique qu'on a ça aussi pour les primes. D'accord? Et donc on a ça. Donc la définition de l'inférieur est indépendante des représentants des classes. De plus, si x, y appartient à Q, x inférieur à y dans Q, ça équivaut à x moins y inférieur à 0 dans Q, on l'a démontré. Ce qui équivaut à la classe de x moins y est inférieur à la classe de 0, ce qui équivaut à cette relation-là dans R. Là, la définition x point inférieur à y point est compatible avec la définition x point inférieur à 0, parce que si on applique ça là, avec cette définition, eh bien on voit que ça donne la même chose que ça, parce que le yn vaut 0. Supposons que x point est inférieur à y point et y point inférieur à x point. Donc on a 1, 1, 2 et n1, n2, tel que xn moins yn inférieur à moins a1, quel que soit n supérieur ou égal à n1, yn moins xn inférieur à moins a2, quel que soit n supérieur ou égal à n2, et donc pour n supérieur au sup des deux, et a est égal à l'inf de a1 et a2, on va avoir ça et ça, quel que soit n supérieur ou égal à n, et donc on aura 0 qui sera inférieur à moins 2a, ce qui est impossible. Donc on a ça qui implique que l'autre est faux. On ne peut pas avoir les deux en même temps.
Transitivité, si x point est inférieur à y point inférieur à z point, eh bien, on va exprimer ça pour chacun des deux. On va exprimer la définition là pour chacun des deux. Puis ensuite, en prenant le plus petit des a et le plus grand des n, eh bien, il existe a et n tel que xn moins yn est inférieur à moins a quel que soit n. C'est pas quel que soit n appartenant à n, c'est quel que soit n supérieur ou égal à n, pardon. Supérieur ou égal à n. Et yn moins zn inférieur à moins a quel que soit n supérieur ou égal à n. En additionnant les deux, ça me fait tout de suite que xn moins zn est inférieur à moins 2a, quel que soit n supérieur ou égal à n, et donc x point est inférieur à z point. Conclusion, ça c'est une relation d'ordre strict qui nous permet de définir une autre relation d'ordre qui va être d'ordre strict aussi, c'est la relation supérieure x point supérieur à y point équivaut à y point inférieur à x point. On vérifie facilement la compatibilité avec la définition de x point supérieur à 0 et que si xy appartient à q, eh bien x supérieur au y à y équivaut à x point supérieur à y point. Et il est évident que c'est une relation d'ordre strict. En fait, pour démontrer tout ça, je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Il n'y a pas besoin de revenir, il suffit d'utiliser ça, quoi. On ne revient pas à toutes ces histoires-là, on utilise uniquement ça. Inférieur et supérieur sont des relations d'ordre strict. Ce qui implique que ce ne sont pas des relations d'ordre, si on veut, hein, contrairement à celle-là. Parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça parce qu'on ne peut pas avoir A positif n appartenant à n, tel que ça, quel que soit n, parce que ça donnerait 0 inférieur à moins a. On va démontrer ça que x différent de 0 implique x inférieur à 0 ou supérieur à 0, x inférieur à 0 implique que moins x supérieur à 0, et x supérieur à 0 implique que moins x inférieur à 0. Et on va démontrer ça, x inférieur à y équivaut à moins x supérieur à moins y, x différent de y équivaut à x inférieur à y ou y inférieur à x équivaut à x inférieur à y ou x supérieur à y. Démonstration du premier d'abord, si x est différent de 0, on sait qu'on a ça. Dans ce cas-là, on a x positif, dans ce cas-là, on a x négatif. X inférieur à 0 implique qu'on a ça, et en faisant passer de l'autre côté, ça va nous donner ça. Donc ça donne que la classe de moins x est supérieure à 0. Donc c'est le résultat. X supérieur à 0 implique ça, bah c'est pareil, la classe de moins x va être inférieure à 0. X inférieur à y, je démontre ça. Ça équivaut à dire que ce nombre-là est inférieur à 0, enfin, que la classe de x moins y est inférieure à 0, et donc que celle d'après ce qu'on a démontré, ça implique que la classe de moins x plus y, c'est-à-dire l'opposé de ça, est supérieure à 0, et donc là on a ça, et donc ça veut dire que moins x est supérieur à moins y, et donc ça. Si x est différent de y, ça implique que x moins y est différent de 0, donc soit il est négatif, soit il est positif, donc soit il y a ça, soit il y a ça, donc soit il y a ça, soit il y a ça. Réciproquement, si on a ça ou ça, alors on a ça ou ça. D'accord? Donc de toute façon, on a x moins y qui sera différent de 0, ou y moins x qui sera différent de 0. Dans les deux cas, on a x différent de y. De plus, il est évident que ça c'est équivalent à ça, parce que ça c'est équivalent à ça. Remarque, x inférieur à y équivaut à dire ça, d'accord? Mais par contre, xn inférieur à y, quel que soit n supérieur ou égal à n, et je dirais même, oui c'est ça, à partir d'un certain rang, ça n'implique pas ça. Ça n'implique pas ça parce qu'il est possible que xn moins yn tende vers 0, et donc à ce moment-là, la classe de x égale classe de y. C'est par exemple le cas quand on prend xn égale yn plus 1 sur n. Relation d'ordre inférieur ou égal, supérieur ou égal, donc définie par... Alors, x inférieur ou égal à y, c'est seulement si x inférieur à y ou x égale y. Et x supérieur ou égal à y, défini par y inférieur ou égal à x, ce sont des relations d'ordre. Alors, cette définition est indépendante des représentants choisis, parce que c'est indépendant. Hein. Ces deux relations-là, c'est indépendant des représentations choisies pour la classe. Alors, démonstration pour la première, réflexivité, bah, c'est parce qu'on a ça. Antisymétrie, bah, on suppose ça et ça. Si x était différent de y, alors on aurait ça ici et ça ici, et on sait que c'est impossible. Donc x est égal à y. Transitivité,
Si on a ça, eh bien si x est égal à y, à ce moment-là, x est inférieur ou égal à z. Sinon, x est inférieur à y. Bon, si y maintenant est égal à z, ben, ça va faire x inférieur à z, et donc x inférieur ou égal à z. Et sinon, on peut voir qu'on a toujours ça. Hein. Mais à ce moment-là, on va avoir y inférieur à z. Donc, on va avoir x inférieur à z, donc x inférieur ou égal à z. Voilà. Alors, pour l'autre, c'est encore plus simple, parce que ça implique... ça, qu'est-ce que je suis en train de raconter, là? Oui, comme on sait que x est inférieur ou égal à x, eh bien, x va être supérieur ou égal à x. Si on a ça et ça, ben à ce moment-là, ça se traduit par ça, et ça à ce moment-là, ça veut dire que x est égal à y. Enfin, la transitivité, si on a ça et ça, ben ça implique que z est inférieur ou égal à y qui est inférieur ou égal à x, et donc que z est inférieur ou égal à x, et donc que x est supérieur ou égal à z. Ordre total, on a donc ces deux relations qui sont des relations d'ordre total, ça veut dire qu'on a soit ça, quel que soit x, y, soit ça, soit ça. Bon, c'est évident, hein. S'il y a l'égalité, ben on a ça et ça, et si c'est différent, on a soit ça, soit ça. Et donc là, on aura x inférieur ou égal à y, et là, y inférieur ou égal à x. Donc c'est bon. Voilà. Xn, Yn de suite de Cauchy, n appartenant à n, et on suppose qu'on a ça, alors on a ça. Mais la réciproque est fausse. Démonstration, on n'a sûrement pas y inférieur à x, sinon il existerait a et n' tel que l'on aurait ça, quel que soit n supérieur ou égal à n', ce qui ferait que xn serait toujours supérieur à yn plus a, quel que soit n supérieur ou égal à n. Donc on a donc xn supérieur à yn, quel que soit n supérieur ou égal à sup de nn', et donc c'est une contradiction avec ce truc-là. Donc on a x est égal à y, ou x inférieur à y, c'est-à-dire x inférieur ou égal à y. Alors le contre-exemple, c'est celui-là, parce qu'avec xn, une suite de Cauchy quelconque, parce que valeur absolue de xn moins yn est égale à 1 sur n tend vers 0, donc limite de yn moins xn égale 0, et donc la classe de x est égale à la classe de y, et donc x est inférieur ou égal à y, et pourtant ils ne gardent pas le même signe, ils sont en alternance de signes, donc on n'aura jamais ça. Remarque, xy appartenant à R, classe de x, classe de y, soit classe de x égale classe de y, soit ça, soit ça. Donc soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Voilà. Remarque, si x point est égal à moins x point, ça fait x point plus x point égale 0 point, et donc ça fait ça. Donc ça veut dire que la limite de 2xn est égale à 0, donc la limite de xn aussi. Enfin, il y a équivalence en fait. Hein. Et donc ça équivaut à x est égal à 0. Donc ça équivaut à x égale 0. Valeur absolue de alpha appartenant à R, hein, bien, pour le moment je la note comme ça, mais ça ne va pas durer. Elle est égale à alpha si alpha appartient à R+, et elle est égale à moins alpha si alpha est négatif. Ça ne dépend donc pas des représentants de alpha. Si alpha point appartient à Q, eh bien il existe Q appartenant à Q tel que alpha point égale I de Q, et donc si Q est positif, eh bien je vais avoir Q point qui est positif, et donc la valeur absolue de Q point qui est égale à Q point, c'est-à-dire à la classe du nombre rationnel valeur absolue de Q. Si Q égale 0, ben c'est évident, et si Q est négatif, eh bien Q point est négatif, la classe de Q, c'est-à-dire la classe de I de Q, et donc ça veut dire que sa valeur absolue est égale à ça, c'est-à-dire à ça, et donc en fait ça c'est la classe de valeur absolue de Q. Donc on voit que la valeur absolue dans R se confond avec la valeur absolue dans Q, quand Q est un nombre rationnel. Et c'est pour ça que désormais on notera comme ça la valeur absolue du réel, alpha, au lieu de mettre une double barre. Remarque, si x point supérieur ou égal à 0 point, ça équivaut à x égale 0 ou x point supérieur à 0, d'accord, ça équivaut donc à xn tend vers 0, où il existera, tel que l'on a ça, pas de surprise. Ah oui, une conséquence de ce truc-là, si je remplace mon y par 0, donc j'ai x égale xn, il existe tel que ça. Eh bien évidemment, ça implique que x point va être supérieur ou égal
à 0. Ça vient directement de ça. Et à ce moment-là, je vais avoir valeur absolue de x point qui est égale à x point. La réciproque est évidemment fausse. Si je prends xn égale moins 1 puissance n qui tend vers 0, donc ça veut dire que x point est égal à 0, donc supérieur ou égal à 0, mais je n'ai pas tous les xn qui sont positifs à partir d'un certain rang. Alors qu'est-ce qu'il me reste à démontrer? Donc ça je l'ai fait, il n'y a plus que ça, quel que soit alpha appartenant à R, valeur absolue de alpha égale 0 équivaut à alpha égale 0, démonstration. D'abord dans ce sens-là, si alpha est égal à 0, alpha va être supérieur ou égal à 0, donc sa valeur absolue va être égale à alpha, c'est-à-dire à 0. Et réciproquement, si valeur absolue de alpha est égale à 0, ça veut dire que alpha est égal à 0, ou que moins alpha est égal à 0, suivant que alpha est supérieur ou égal à 0, ou inférieur à 0. Donc dans les deux cas, de toute façon, on va avoir ça. On va avoir donc dans les deux cas, alpha est égal à 0. On prend alpha égale classe de x dans R. Alors, petit 1, alpha supérieur ou égal à 0 implique que moins alpha est inférieur ou égal à 0. Et alpha est inférieur ou égal à 0 implique que moins alpha est supérieur ou égal à 0. Valeur absolue de alpha est égale à sup de moins alpha alpha. Valeur absolue de alpha est toujours supérieure ou égale à 0. Démonstration du 1, supposons alpha positif. Si alpha est égal à 0, alors alpha xn tend vers 0, donc moins xn aussi, donc moins alpha égale 0, et donc est inférieur ou égal à 0. S'il est positif, eh bien on a vu qu'à ce moment-là, moins alpha est négatif, donc inférieur ou égal à 0, donc ça marche. Et puis on fait la même chose pour alpha négatif, c'est la même démonstration. Petit 2, bien, si alpha est supérieur ou égal à 0, alors alpha est supérieur ou égal à 0, et moins alpha, on a vu qu'il était inférieur ou égal à 0. Hein. Donc, on a ça. Et à ce moment-là, alpha, valeur absolue de alpha, qui est égale à alpha, est bien égale au sup de moins alpha et alpha. Et si alpha est inférieur ou égal à 0, eh bien alpha inférieur ou égal à 0, on a vu que moins alpha est plus grand. Donc on a ça. Et donc le sup, valeur absolue de alpha, c'est moins alpha, et on voit que c'est le sup aussi. Si alpha est négatif, alors on va démontrer que ça. Hein. Si alpha est négatif, alors moins alpha est positif. Donc un des deux réels, alpha moins alpha, est donc positif. Donc valeur absolue de alpha, qui est le sup des deux, est forcément supérieur ou égal à 0. Si alpha appartient à R, eh bien on va démontrer que valeur absolue moins alpha égale valeur absolue de alpha. Valeur absolue de alpha égale 0 si et seulement si alpha est égal à 0. Et puis alpha est entre moins valeur absolue de alpha et plus valeur absolue de alpha. En effet, on a valeur absolue de moins alpha qui est sup de moins alpha et moins alpha, qui est sup de alpha moins alpha, qui est égal à valeur absolue de alpha, et c'est terminé pour 1. Pour le petit 2, si valeur absolue de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que bon, de toute façon, il est supérieur on a 0 inférieur ou égal à ce sup. Hein. Donc si le sup est égal à 0, ça veut dire que alpha est égal à 0, ou bien que moins alpha est égal à 0. Mais si moins alpha est égal à 0, alpha égale 0. Donc on aura alpha égale 0. Et inversement, si alpha est égal à 0, moins alpha est égal à 0, et valeur absolue de alpha, qui est le sup des deux, est égal à 0. Petit 3, eh bien, valeur absolue de alpha égale sup de moins alpha alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de alpha est supérieure ou égale à alpha, et que valeur absolue de alpha est supérieure ou égale à moins alpha. Bon, avec ça, on fait ça. Terminé. Quel que soit alpha bêta appartenant à R, alpha égale bêta équivaut à leurs valeurs absolues sont égales et ils ont le même signe. Dans ce sens-là, c'est évident. Hein, si alpha égale bêta, voilà quoi. Et puis s'ils ont le même signe, eh bien, soit on est dans ce cas-là, soit on est dans ce cas-là. Si on est dans ce cas-là, alors la valeur absolue de alpha est égale à alpha, puisqu'il est positif. Pareil pour bêta, mais comme les deux valeurs absolues sont égales, on a ça. Et s'ils sont négatifs, les deux valeurs absolues sont égales aux opposés, mais comme elles sont égales, moins alpha égale moins bêta, donc alpha est égal à bêta. Remarque, si classe de x appartient à R et qu'on appelle y la suite dont le terme général c'est valeur absolue de xn, alors cette suite est de Cauchy et valeur absolue de x est égale en fait à
y. Démonstration, x est de Cauchy, donc on a ça, et donc on a ça qui est égal à ça, et ça on sait que c'est inférieur ou égal à ça, donc inférieur à epsilon, donc y est de Cauchy. Si x est positif, la valeur absolue, c'est x, et donc les xn sont supérieurs ou égaux à un certain a appartenant à plus étoile, à partir d'un certain rang. Donc ils sont tous comme ça. Bah, à ce moment-là, la valeur absolue, comme ils sont tous positifs, la valeur absolue, c'est-à-dire yn, va être égale à xn, quel que soit n supérieur ou égal à n. Et donc, ma suite xn moins yn va tendre vers 0. Et donc, x point est égal à y point. Et donc, la valeur absolue de x point va être égale à y point. Hein, puisque c'est positif. Et que la valeur absolue de x point est égale à x point. Donc, elle va être égale à y point. Si x point est négatif, alors moins x point est supérieur à 0, et là j'utilise ce que j'ai fait avant, la valeur absolue de moins x point est égale à z point, où z c'est la suite des valeurs absolues de moins xn, qui est en fait la suite des valeurs absolues de xn, c'est-à-dire y. Et donc ça me fait que valeur absolue de x qui est égale à valeur absolue de moins x va être égale à z et va donc être égale à y. Et si x égale 0, bah à ce moment-là on a xn qui tend vers 0, donc yn aussi. Et donc, y point est égal à 0, et la valeur absolue de x point, qui est égale à 0 aussi, et va donc être égale à y. Signe d'un produit alpha-bêta appartenant à R étoile, alors alpha-bêta est le signe positif si alpha-bêta sont de même signe, négatif s'ils sont de signes opposés, on dit aussi de signes contraires. Alors, alpha égale classe de x, bêta égale classe de y. Ils sont non nuls, donc il y a ces quatre cas-là. Donc dans le premier cas, ben, on a ça, donc ça. C'est évident, hein, donc je vais très vite. Et donc là, on a alpha, bêta positif quand ils sont de signes différents. Voilà. Et puis s'ils sont, non, quand ils sont de même signe. Quand ils sont de signes différents, ben, on a ça et ça, qui montre que l'alpha, bêta est négatif. Alpha bêta appartenant à R, alors valeur absolue de alpha bêta est égale à valeur absolue de alpha fois valeur absolue de bêta. Évident si alpha égale 0 ou bêta égale 0. Par exemple, si alpha est égal à 0, ça fait 0, sa valeur absolue c'est 0. Puis ici, on aura 0 fois n'importe quoi. Eh bien, ça fait 0 parce qu'on est dans un corps. Sinon, les deux sont non nuls. Donc, premier cas, les deux sont négatifs. Donc, on sait que alpha bêta est positif. Donc, sa valeur absolue c'est alpha bêta. Alpha est positif et négatif, donc ça fait ça. Et bêta est positif et négatif aussi, donc ça fait ça. Et donc le produit de leur valeur absolue, c'est ça. Et ça fait ça parce qu'on est dans un corps. Et ça, c'est égal à valeur absolue d'alpha bêta. Maintenant, s'il y en a un qui est négatif, l'autre positif, bah, le produit est négatif, donc valeur absolue d'alpha bêta est égale à moins alpha fois bêta. Et comme alpha est négatif, on a ça. Comme bêta est positif, on a ça. Donc le produit des valeurs absolues est égal à ça. Qui est égal à ça parce qu'on est dans un corps. Qui est donc égal à ça. Idem, si c'est alpha qui est positif, bêta qui est négatif. Et si les deux sont positifs, alpha fois bêta est positif, la valeur absolue c'est alpha fois bêta, c'est-à-dire valeur absolue d'alpha fois valeur absolue de bêta. Si alpha est différent de 0, alors alpha moins 1 est du signe de alpha. Et valeur absolue de alpha est inversible et son inverse c'est la valeur absolue de alpha moins 1. Démonstration, on a cette égalité qui montre que alpha et alpha moins 1 ne sont pas nuls, parce que s'il y en a un des deux qui était nul, bah 0 fois quelque chose ça fait 0, hein, ça fait pas 1. Donc ils sont non nuls et puis ils sont forcément de même signe parce que 1 est positif. Donc, et de plus, la valeur absolue d'alpha fois alpha moins 1 est égale à la valeur absolue de 1 qui fait 1. Donc ça veut dire que valeur absolue d'alpha fois valeur absolue d'alpha moins 1 est égale à 1, ce qui montre clairement que ça c'est l'inverse de ça. Si alpha bêta appartient à R, valeur absolue de alpha égale valeur absolue de bêta équivaut à alpha égale bêta ou alpha égale moins bêta. C'est-à-dire ils sont égaux ou opposés. Démonstration, bah, si alpha égale bêta, il est clair qu'on a ça. Si alpha égale moins bêta, valeur absolue de alpha est égale à valeur absolue de moins bêta qui est égale à valeur absolue de bêta. Donc c'est bon. Dans l'autre sens. Alors on examine tous les cas. Si alpha est égal à 0, bah, sa valeur absolue est nulle. Et comme elle est égale à la valeur absolue de bêta, ça veut dire que la valeur absolue de bêta est nulle et donc bêta est nulle. Et donc alpha est égal à bêta est égal à 0. Si alpha est différent de 0,
valeur absolue de alpha est différent de 0. Et donc, comme c'est égal à valeur absolue de bêta, bêta aussi va être différent de 0. Parce que sa valeur absolue est différente de 0. Donc, si on a ça, alors valeur absolue de alpha égale alpha, valeur absolue de bêta égale moins bêta. Et comme les valeurs absolues sont égales, on a alpha égale moins bêta. Idem si alpha négatif et bêta positif. Et si alpha est positif et supérieur à 0 et bêta supérieur à 0, alors la valeur absolue de alpha c'est alpha, la valeur absolue de bêta c'est bêta. Et comme les valeurs absolues sont égales, alpha est égal à bêta. Enfin, si alpha est inférieur à 0 et bêta aussi, alors la valeur absolue de alpha c'est moins alpha, la valeur absolue de bêta c'est moins bêta. Et comme les valeurs absolues sont égales, moins alpha égale moins bêta, donc alpha est égal à bêta. Nous voyons maintenant l'inégalité triangulaire, quel que soit alpha bêta appartenant à R, valeur absolue d'alpha plus bêta est inférieure ou égale à valeur absolue de alpha plus valeur absolue de bêta. L'égalité a lieu si et seulement si alpha bêta ont le même signe. Donc on prend un représentant d'alpha, un représentant de bêta, et on a ça. Donc valeur absolue de alpha plus bêta, c'est la classe de U, où U c'est cette suite-là. Bon, alpha, valeur absolue de alpha, c'est un représentant, c'est la classe de V. Là, c'est pour bêta, c'est la classe de W, avec ça. Et puis, on sait qu'on a ça quel que soit n. Donc, on va avoir U qui est inférieur ou égal à la classe de la suite Vn plus Wn. Autrement dit, c'est ça égal à ça. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement ça. Alors maintenant, si alpha égale 0 ou bêta égale 0, il est évident qu'on a l'égalité. Supposons que alpha et bêta soient tous les deux positifs. Donc on a une relation comme ça. Xn plus yn est supérieur ou égal à 2a, donc alpha plus bêta est positif pour n supérieur ou égal à n. Et donc la valeur absolue de alpha plus bêta, ça va être alpha plus bêta, qui va être égal à valeur absolue de alpha, puisque c'est positif, plus valeur absolue de bêta, puisque bêta est positif. Maintenant, supposons qu'il y en ait un négatif, non, les deux négatifs. Alors, moins alpha est positif, moins bêta aussi. Et donc, la valeur absolue de moins alpha moins bêta est égale à celle de moins alpha plus celle de moins bêta. Mais ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça, d'où le résultat. Supposons maintenant qu'il y en ait un positif et un négatif. Et là, on va voir que l'égalité n'est pas possible. Donc, on a ça, d'accord? Et on va poser ça et ça. Supposons que valeur absolue de alpha plus bêta soit égale à valeur absolue de alpha plus valeur absolue de bêta. Alors ça veut dire que le terme général de ça, c'est xn plus yn, donc enfin valeur absolue de xn plus yn, ça valeur absolue de xn, ça valeur absolue de y. Donc ça veut dire qu'on a cette limite qui est égale à 0. D'accord? Donc ça, un petit calcul montre que c'est égal à ça. D'accord? Et donc cette limite égale à 0, ça veut dire que un moins vn est égal à 2a plus un plus vn plus un epsilon de n, où epsilon est une fonction de n vers q qui tend vers 0 en plus l'infini. Un moins vn, c'est inférieur ou égal à un plus valeur absolue, en valeur absolue. Inférieur ou égal à valeur absolue de un plus valeur absolue de moins vn, qui est égal à un plus vn parce qu'ils sont positifs. Donc, on va obtenir que ça est inférieur ou égal à ça, ce qui me fait ça. D'accord? Et comme epsilon tend vers 0, ça fait ça, donc ça, ce qui est faux. Donc on n'a pas l'égalité, et donc on a bien ça, et c'est identique si on échange alpha et bêta, c'est-à-dire si on prend alpha négatif et bêta positif. Pour alpha appartenant à R et R appartenant à R+, on a ça qui est équivalent à ça. Alors ça marche y compris si R est égal à 0, parce que à ce moment-là, ça c'est impossible et ça c'est impossible. Et puis on a ça. Donc dans un sens, on a valeur absolue de alpha qui est égale à sucre de alpha moins alpha, qui est inférieur à R. Donc ça veut dire que ça et ça c'est inférieur à R, d'où on obtient ça. Idem avec inférieur ou égal. Puis dans l'autre sens, si on a ça, ça veut dire que valeur absolue qui est égale à ça va être inférieure à R, d'où le résultat. Alpha bêta appartenant à R, alors valeur absolue de alpha moins valeur absolue de bêta est inférieure ou égale
à valeur absolue d'alpha moins bêta. Démonstration, valeur absolue d'alpha qui peut s'écrire valeur absolue de alpha moins bêta plus bêta est inférieur ou égal à valeur absolue de alpha moins bêta plus valeur absolue de bêta. Donc ça nous fait ça. Et puis si j'échange les deux, je vais avoir la même chose. D'accord? Mais sauf que ça, c'est égal à ça. Donc en fait, je vais avoir moins alpha moins bêta qui va être inférieur ou égal à, enfin, à valeur absolue de alpha moins valeur absolue de bêta qui est inférieur ou égal à valeur absolue de alpha moins bêta. Et donc la valeur absolue de ce truc-là, d'après ce que j'ai vu avant, ça joue le rôle du petit r, est inférieur ou égal à valeur absolue de alpha moins bêta. Compatibilité des opérations plus multipliées avec les relations. Alpha, bêta, gamma appartenant à R. On a déjà vu ça et on a déjà vu ça. On a de plus ça qui est équivalent à ça. Alpha inférieur ou égal à bêta équivaut à moins alpha supérieur ou égal à moins bêta. Bon, autant de relations qui sont connues, qui paraissent comme ça évidentes, mais qui ne sont pas difficiles à démontrer, mais encore faut-il les démontrer. Alors la première, alpha inférieur ou égal à 0, ça équivaut à alpha égale 0 ou alpha inférieur strictement à 0. Bah, ça équivaut à moins alpha égale 0 ou moins alpha positif, donc ça équivaut à ça. La deuxième, bah, c'est exactement pareil. La troisième, alors si alpha est inférieur à bêta, bêta moins alpha va être positif, donc on sait qu'on a ça. Et à ce moment-là, quand on rajoute gamma, enfin, à ce moment-là, on a ça, et on constate donc que bêta plus gamma, hein, parce que la différence étant supérieure à celui-là est plus grand que celui-là, et donc ça donne ça. Réciproquement, si on a alpha plus bêta inférieur à bêta plus gamma, ben en rajoutant moins bêta, c'est-à-dire ce qu'on a démontré avant, on va obtenir alpha inférieur à bêta. Ça équivaut à dire ça ou ça. Bon, ben, je rajoute des gamma partout, et ça équivaut à ça. Alpha supérieur à bêta, ça équivaut à ça. Je vous laisse regarder, c'est évident. Hein. Et puis c'est pareil pour l'autre. Multiplication, un petit peu plus compliqué. Alpha est inférieur ou égal à bêta et gamma positif, alors strictement, hein, implique ça. Alpha inférieur à bêta et gamma positif implique ça. Alpha inférieur à bêta et gamma négatif implique ça. Alpha inférieur ou égal à bêta et gamma positif. Et ben c'est gamma négatif, pardon. Et gamma négatif implique ça. Démonstration du petit a, alpha inférieur ou égal à bêta, donc ça c'est négatif, on multiplie par un nombre positif, on trouve un truc négatif, on développe, et on a le résultat. Alpha inférieur à bêta implique que alpha est inférieur ou égal à bêta, donc je vais avoir de toute façon ça d'après ce que j'ai vu avant. Alors, égalité, supposons qu'il y ait égalité. Eh bien, s'il y avait égalité, ça voudrait dire que alpha gamma sera égal à bêta gamma, et donc, en factorisant, j'obtiendrai ça. Avec alpha moins bêta qui est différent de 0, parce que c'est pas égal, et gamma qui est différent de 0, donc c'est impossible. Donc alpha gamma est inférieur à bêta gamma. Gamma négatif, donc moins gamma est positif, donc d'après ce qu'on a démontré avant, on a ça. Donc ça, donc ça. Voilà. Alpha inférieur ou égal à bêta, donc alpha égale à bêta ou alpha est inférieur à bêta. Donc là, je multiplie par moins gamma. Et puis ici, je fais pareil, d'après ce que j'ai vu avant. Alors là, carrément, d'après ce que j'ai vu avant, directement, c'est ça. Et puis ça, c'est équivalent aussi à ça. D'accord? Donc j'obtiens ça ou ça. Ce qui implique que alpha gamma est supérieur ou égal à bêta. Deux ou trois choses rapides pour terminer ce chapitre sur la division. Alpha un nombre réel, bêta un nombre réel non nul. On note alpha sur bêta, alpha multiplié par l'inverse de bêta. On a facilement si A et B appartiennent à R et D appartient à R étoile, A sur D plus C sur D égale A plus C sur D. Et aussi pour AB appartenant à R, CD appartenant à R étoile, A sur B plus C sur D égale AD plus BC sur BD. J'ai déjà fait ça dans d'autres chapitres. Et aussi, alpha appartient à R étoile implique que moins alpha à la puissance moins 1 est égal à moins
alpha moins 1. C'est-à-dire l'inverse de moins alpha, c'est l'opposé de l'inverse de alpha. Alpha bêta appartenant à R plus étoile. Alors, si alpha est inférieur ou égal à bêta, alors 1 sur alpha est supérieur ou égal à 1 sur bêta. Si alpha est inférieur à bêta, 1 sur alpha est supérieur à 1 sur bêta. Si alpha est supérieur à bêta, 1 sur alpha est inférieur à 1 sur bêta. Et si alpha est supérieur ou égal à bêta, 1 sur alpha est inférieur ou égal à 1 sur bêta. Autrement dit, on change le sens de la relation d'arbre. Démonstration 1 sur alpha moins 1 sur bêta égale bêta moins alpha sur alpha bêta. Les deux sont positifs parce que alpha est inférieur ou égal à bêta. Et donc 1 sur alpha et moins 1 sur bêta est positif. Et donc 1 sur alpha est supérieur ou égal à 1 sur bêta. Si alpha est inférieur à bêta, eh bien alors alpha est inférieur ou égal à bêta. Donc 1 sur alpha est supérieur ou égal à 1 sur bêta. Et il n'y a pas égalité parce que sinon on aurait, donc ça c'est alpha moins 1 qui serait égal à bêta moins 1. Et donc en prenant l'inverse, on aurait alpha égale bêta. Donc on a bien 1 sur alpha est supérieur à 1 sur bêta. 3 et 4, c'est identique. Ces deux-là, c'est identique aux deux autres.